Et là, le chef de projet, qui avait pas l'habitude de rentrer dans ce genre de jeu un peu malsain, me sort, mais de toute façon, pourquoi on t'écouterait, t'es un stagiaire. C'est que passé Captain, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, je vais te raconter un peu mes expériences en tant que développeur, depuis le bac jusqu'à maintenant. En fin de vidéo, je vais aussi t'expliquer comment j'ai fait pour rester crédible sur le marché, pour continuer à progresser et toujours essayer de garder un bon niveau en tant que développeur. Voilà, cette vidéo, elle est assez longue, donc assieds-toi bien dans ton canapé, accroche-toi et c'est parti, je vais te raconter un peu mon parcours. On va parler d'argent aussi parce que beaucoup de gens parlent du métier de développeur, peu de gens parlent de salaire. Donc moi je vais te donner les salaires que j'ai réussi à avoir au cours de ma carrière. Bien sûr, ça n'engage que moi. Si tu n'y crois pas ou que c'est trop bas, trop haut, n'oublie pas que les montants que je donne sont aussi reliés à une certaine année. En 2010, le marché n'était pas ce qu'il était aujourd'hui et je ne donne tout en milliers d'euros bruts par an. Donc moi j'ai eu mon bac en 2007, donc c'était un bac STG option gestion des systèmes d'information. Pourquoi je t'en parle? C'est parce que justement dans cette filière, il y a une option qui te permet de commencer à faire un peu de développement avant de passer ton bac. Alors forcément, c'est pas le bac le plus intéressant si tu veux passer derrière en école d'ingénieur, mais tout de même, ça reste une option viable. J'ai enchaîné sur un BTS informatique de gestion, option développeur d'application. Donc là, comme tu t'en doutes, on a appris les bases du développement, l'algorithmique, on avait des cours de réseau, vraiment des bonnes bases d'informatique. Donc c'était sur 2 ans, c'était assez intense, mais ça reste vraiment des choses très basiques. Donc voilà, je sors de BTS en 2009. Je me posais la question de tenter une école d'ingénieur ou d'aller bosser directement. J'avais pas forcément les moyens aussi de me payer une école d'ingénieur et j'étais pas vraiment prêt à faire un prêt à la banque pour les études. Et plus sérieusement, l'école, c'était pas vraiment fait pour moi. Mais bon. Donc je me suis dit, petit compromis, je pars en licence professionnelle en alternance. Donc c'est sur l'année scolaire 2009-2010. Donc pendant un an en alternance, je rejoins un groupe automobile assez connu en France en tant que développeur web sur une application de gestion. Du coup, à l'école, en licence, c'était programmation en environnement réparti. Donc licence professionnelle en alternance. Donc là, ça se passe pas comme prévu. La licence et l'alternance, c'est assez loin de chez moi. Pour aller à l'IUT, je mets 2 heures aller, 2 heures retour. Que la motivation en prend un coup et j'abandonne. Mais je finis mon alternance jusqu'au bout. Donc là, c'est une première expérience avec le monde du travail qui m'a pas mal apporté, en plus de mes stages de BTS. C'est un bagage, on va dire, très minimal pour entrer sur le monde du travail, mais comme quoi, c'est possible de le faire. Effectivement, pour l'époque, c'est assez court, mais c'est faisable très largement. Par contre, pour ceux qui font maintenant des bootcamps ou formations accélérées, ça complique un peu plus la tâche. Donc ça va vous demander plus de travail, d'autonomie et d'acharnement pour réussir. Donc voilà, je suis un dropout comme Bill Gates, sauf que Bill Gates, c'était Harvard. Ok, donc voilà, ça c'est la partie école. Moi, l'école, c'était vraiment pas fait pour moi. En cours, je m'ennuie. Par contre, c'est vrai que sur les projets de développement, tant en BTS qu'en licence, bah là, c'est un peu plus fun. Tu peux vraiment produire, être créatif. Petit aparté sur le fait de ne pas avoir poursuivi jusqu'à un bac plus 5. Forcément, un bac plus 5 ouvre toujours plus de portes. Je ne conseille pas de s'arrêter le plus tôt possible. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Moi, je vais pas te pousser à arrêter. Bien sûr, si tu as envie de continuer, c'est toujours mieux. Mais sache que tu peux quand même compenser par l'expérience sur pas mal de postes, sur pas mal de sujets. Pour moi, il est jamais trop tard pour apprendre. D'ailleurs, si tu veux être développeur ou si tu l'es déjà, c'est un métier où il faut apprendre constamment. Donc l'argument du ouais, mais si tu as un bac plus 5, tu vas être bloqué. Oui, c'est vrai, dans certaines boîtes, dans des grands groupes, où là, bah, le diplôme, et ça c'est une mentalité un peu trop française, on va dire, franchouillarde. Le diplôme est important et il te suit toute ta carrière. Mais n'oublie pas que si tu veux être développeur, tu peux faire énormément de choses, que tu aies un diplôme ou pas, de base, que tu aies un bac plus 2, bac plus 3, plus 4, plus 5, peu importe. Si tu es vraiment motivé, tu peux compenser par l'expérience et le travail. Mais ça va te demander beaucoup de temps et vraiment de persévérer et d'apprendre et d'avancer. Après ça, je vais te raconter un peu mes années de développeur junior.
Pour moi, développeur junior, c'est vraiment la période qui a suivi la fin de mes études et je considère personnellement qu'elle a duré 3 ans. Ça veut pas dire que si tu as 2 ans d'expérience, tu es un développeur junior, mais vraiment que moi, avec le recul, si je devais faire ma rétrospective, je me considère junior sur les 3 années qui ont suivi la fin de mes études. Sur ces 3 années, j'ai fait une première année en SS2I. Pour moi, ça a été très difficile. Je suis arrivé sur un gros projet, pas mal de pression. On t'envoie bosser à droite à gauche. Disons que j'ai vu le meilleur du pire des SS2I. Mais du coup, vraiment, ça va dépendre du projet sur lequel tu tombes, des commerciaux avec qui tu as des bonnes relations et de ton manager. Donc après un an SS2I, je pars chez un client final, toujours dans le domaine de l'automobile, je sais pas pourquoi, mais c'était plutôt sympa, petite équipe, là je peux ressouffler un peu, j'ai le temps de bien faire les choses, d'apprendre, et au bout de 2 ans, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Globalement, sur ma progression en tant que développeur, il y a eu un peu de mieux, mais ça n'a pas été non plus complètement fou. Donc sur ces 3 années-là, j'ai surtout mis en place ce que j'avais appris précédemment, j'ai essayé de faire un peu de veille, pouvoir essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, mais sans plus. Ensuite, pour la phase de développeur confirmé, je suis retourné en SS2I. Bizarrement, j'avais envie de voir autre chose, potentiellement de changer de projet régulièrement. Il y a toujours cet attrait-là de la nouveauté, des salaires forcément un peu plus élevé, même si quand on regarde le package, c'est pas forcément plus intéressant. Mais voilà, j'avais besoin de nouveautés et je suis retourné du coup en SS2I. Et c'est là aussi où il faut se rendre compte que des SS2I, comme n'importe quelle boîte, il y en a des bonnes, il y en a des plutôt horribles et il y en a des plutôt cool. À cette période-là, première mission qui va être quasiment la seule dans cette boîte, je reste pendant 3 ans et demi dans une grande banque française, dans une équipe de développeurs web. Au début, j'ai vraiment eu l'impression de cumuler les trucs, quoi. SS2I plus banque, beaucoup de gens autour de moi me disaient « Oh là là, ça va être la galère en tant que développeur ». Finalement non, c'était hyper instructif. Je pense que c'est vraiment cette expérience-là qui a un peu décuplé ma carrière et c'est là où j'ai vraiment pris conscience du potentiel qu'on peut avoir en tant que développeur quand on s'investit vraiment et ça a amené tout un tas de choses dont on va parler juste après. Juste avant ça, j'aimerais te raconter 2 petites anecdotes. La première, c'est celle que j'ai appelée le stagiaire. Quand je suis arrivé dans cette équipe en banque, on m'appelait toujours le stagiaire. J'avais 24 ans, j'étais le plus jeune de l'équipe, on m'appelait le stagiaire, peu importe ce que je produisais. Donc les 6 premiers mois, la première année, ça a été assez compliqué parce que j'avais tous les jours sans cesse à faire mes preuves. Finalement, c'est peut-être ça qui m'a poussé à vouloir constamment m'améliorer et c'est peut-être ça qui a débloqué ma carrière, j'en sais rien, mais ça aurait pu être bien pire. Un exemple, une fois en réunion, je propose une idée à l'équipe et là le chef de projet qui avait pas l'habitude de rentrer dans ce genre de jeu un peu malsain me sort, mais de toute façon, pour qu'on t'écouterait, t'es un stagiaire. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Quand t'entends ça, t'as 3 choses qui te passent dans la tête. Soit tu te lèves, tu lui en colles une et tu le mets au sol. Soit tu te dis qu'il a peut-être raison et que finalement, vaut mieux l'écouter et puis il se rasseoir et se taire. Soit tu te dis, pourquoi je t'écouterais, t'es qui toi? Et puis tu continues à faire ce que t'as à faire et tu progresses et t'avances. Au tout début, j'avais envie de partir sur la solution numéro 1. Finalement, j'ai choisi la 3 et je pense que ça m'a bien aidé par la suite. Même si t'as beaucoup de choses à apprendre en tant que développeur junior, en tant que débutant, n'oublie pas que tout le monde peut apprendre de tout le monde et que tu peux avancer peu importe ton âge, peu importe ton expérience. Et je pense que même un expert apprend encore tous les jours. Pendant cette phase-là de développeur confirmé, j'ai pas mal appris, j'ai commencé à proposer mes idées, j'ai commencé à affirmer mes idées. C'est là où ça devient aussi intéressant. Il faut accepter de désapprendre parfois. J'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. À cette époque-là, j'ai commencé à fréquenter tout ce qui est meet-up, regarder des conférences sur Internet. J'ai commencé à lire pas mal d'articles. D'ailleurs, si la façon dont je gère ma veille t'intéresse, je te mets un petit lien vers une vidéo. Et donc là, sur cette expérience-là, j'ai beaucoup progressé. La deuxième histoire que je voulais te raconter en tant que développeur confirmé, c'est que je suis arrivé dans cette équipe qui était quand même bien aguerrie et j'ai commencé à être volontaire pour toutes les tâches. Donc ça m'a pris énormément de choses. Sur un gros projet, c'est hyper intéressant parce que tu vas voir finalement tout l'envers du décor, tu vas voir toutes les facettes du projet, mais une fois que tu es tout le temps volontaire, le revers de la médaille, c'est que tu vas pousser les autres à la fainéantise. Et je m'en suis rendu compte une fois où on était en daily, on devait se repartager les tâches tous les matins, chacun choisit son ticket, agilité c'est super. Et là, j'ai mon chef de projet qui attend quelqu'un pour faire le sale boulot. Là, il se passe quelque chose qui se passe pas d'habitude, il y a un petit blanc. Moi, j'étais pas très en forme ce jour-là, donc ça attend, et finalement, je me dis, bon allez, tant pis, je vais le faire. Et après cette réunion, j'ai un de mes collègues au café, il me dit, ah bah ouais, cette tâche-là, ça me faisait vraiment chier, mais vu que je savais que t'allais le prendre, j'ai rien dit. Et là, je me suis rendu compte en fait que à vouloir être trop volontaire, ça a poussé les autres à la fainéantise, à se dire, de toute façon, il y a le stagiaire qui va prendre le sale boulot. Donc ça m'a fait pas mal réfléchir, et quelques jours plus tard, même cas de figure, une tâche un peu chiante à faire. Et là,
mon chef de projet qui se retourne vers moi, qui me regarde, qui me fait les petits yeux doux. Comme on dit, le petit regard de teckel battu. Et il me dit, bah Emmanuel, tu veux pas apprendre? Je dis, bah non, j'ai été assez volontaire, quelqu'un d'autre peut le faire. Le gars s'est dit, mince, plus personne pour faire le sale boulot. Comment on va faire? Comment on fait? Bah finalement, après en débriefant avec lui, je lui ai dit, écoute, j'étais vachement volontaire. Et la dernière fois, j'ai un de mes collègues qui me dit, bah écoute, vu que tu fais le sale boulot, pourquoi je m'en occuperais? Et en fait, il a fini par comprendre qu'il devait aussi changer un peu la façon dont il gère son équipe et essayer de répartir les tâches et pas tout le temps envoyer aux plus volontaires. Ça, cette remarque-là, elle est importante pour toi si tu es développeur senior ou lead dev, parce que bah, si tu as un bon élément, ne le surcharge pas, parce qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre, et là, tu vas te prendre le revers. Donc voilà, ça c'est la partie développeur confirmé, et entre cette partie-là et la partie lead dev et des développeurs seniors, il y a quand même une grosse transformation. Donc c'est vraiment là où j'ai vraiment compris l'intérêt de ce métier, c'est-à-dire d'apprendre vraiment en permanence et de s'améliorer en permanence, de toujours remettre en cause ce que tu as déjà appris et de poser la question si oui ou non il faut continuer dans cette voie. Donc pendant cette période-là, j'ai commencé à m'intéresser à pas mal de sujets un peu plus avancés que juste développer mon bout de code dans mon coin. Donc c'est là où j'ai commencé à monter en compétence sur de l'architecture, sur du domain driven, de la SOA, de l'event sourcing, du CQRS, un peu tous les buzzwords que tu peux trouver à l'époque. Un peu plus tard sur du microservice, mais bon ça, on y reviendra sur d'autres vidéos je pense. J'ai commencé à m'intéresser à la programmation fonctionnelle, donc sur du F# à l'époque, parce que je faisais du .NET. Tous ces sujets-là, même si j'en faisais pas à plein temps, ça commençait vraiment à occuper une grosse partie de ma veille. Bien sûr, toute la partie Craftman, c'est vraiment là où j'ai vraiment appris le testing, le continuous delivery, continuous integration, le TDD, le BDD, toutes ces pratiques-là qui permettent de produire un software de qualité. Et donc ensuite, pour moi, vient la phase de développeur senior. À cette époque-là, je suis encore dans cette SS2I, je retourne au siège, et là, je commence à bosser sur des projets et je sens, mais ça, je me rends compte vraiment après, je sens que ma posture a changé. Là, je ne deviens pas simplement le gars à qui on dit tiens, j'ai besoin de ce module-là, il va fonctionner comme ça, code-le de cette manière-là. Je deviens aussi un mec à qui on demande conseil. Et ça a vraiment lancé le déclic pour ce qui va suivre. Donc, quand tu prends de l'expérience en fait en tant que développeur, finalement, tu vas commencer à avoir de nouveaux challenges. Finalement, des lead dev, c'est souvent un titre, mais pour moi, ça doit vraiment être un rôle à part entière. Donc voilà, ces 4 années-là sont terminées, et là, je change encore de boîte pour rejoindre une autre SS2I. Avant, j'étais SP Microsoft, là, je passe SP JS. Pop. Depuis tout à l'heure, je me vante de faire de l'argent ou d'avoir des salaires qui augmentent régulièrement. Et là, bizarrement, j'accepte un poste au même salaire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le truc était tellement bien vendu sur toutes les responsabilités, la partie tu vas progresser, ceci, cela, que j'ai fini par signer en me disant il n'y a pas que l'argent. L'erreur que j'ai faite, pour moi, c'est qu'il ne faut pas se sous-vendre. Il faut se vendre à sa juste valeur. Et j'ai signé un salaire que je ne pensais pas mériter et je l'ai vite regretté. Et donc vraiment, quand je parle de nouveaux challenges, je suis plus à juste gérer mon code, mais là, ça devient comment gérer une équipe, comment gérer des prios, prendre des décisions qui peuvent vraiment impacter le projet, les assumer jusqu'au bout. Ça devient montrer l'exemple parfois quand il y avait des tâches un peu ingrates. Ben, ça veut dire que parfois il fallait que je m'y colle pour aussi remotiver l'équipe à mouiller le maillot. C'était aussi parfois protéger l'équipe d'événements extérieurs ou d'autres personnes pour qu'ils aient vraiment le temps de se concentrer sur leurs tâches et vraiment de faire écran, qu'ils ne soient pas dérangés pour n'importe quoi et surtout qu'on rame tous dans la même direction. J'ai quitté cette SS2I, je suis parti en start-up. Nouveau job d'ailleurs, j'ai fait l'erreur de refaire la même erreur. Comme on dit, une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Et finalement, j'ai aussi pu rectifier le tir pendant le même contrat, juste après avoir changé de job. Il y a eu des petites difficultés relationnelles et c'est aussi à ce moment-là que tu te rends compte qu'un élément perturbateur peut vraiment mettre le bazar dans ton équipe. Donc à surveiller de près aussi et finalement il faut prendre le temps de discuter avec chacun et vraiment de leur faire comprendre que tu es à leur service, que le but c'est qu'eux aillent bien et qu'ils puissent avancer. En tant que lead, vraiment que tu puisses les aider, tu peux les faire progresser, tu n'es pas censé forcément tout savoir.
mais tu dois, à minima, dans la majorité des cas, savoir où trouver l'information. C'est là où j'en reviens à ne pas surcharger les bons éléments avec les tâches ingrates pour être sûr que le taf soit bien fait. Il faut vraiment répartir la pénibilité entre guillemets des tâches les plus ingrates sur l'équipe et en prendre une partie dans la mesure du possible. Du moins, c'est mon ressenti, c'est la manière dont je l'ai vécu et c'est ce que j'enseignerais si je devais l'enseigner. Donc voilà, après ces années en tant que salarié, je me suis lancé dans une nouvelle aventure qui est celle de produire du contenu sur YouTube, d'essayer de partager ce que j'ai appris au fil de mes expériences et d'apprendre aux gens via des formations. Alors, pour un peu dédramatiser le fait de vouloir vendre du contenu en ligne, tu peux très bien rester sur les emails privés ou la chaîne YouTube et apprendre des choses sur plein de sujets et de thématiques autour du développement web. Et c'est très bien et je t'encourage à le faire si ça t'apporte quelque chose. Bien sûr, pour ceux qui veulent vraiment comprendre et aller dans le fond des choses et qui ont besoin d'accompagnement, parce que finalement, une formation, c'est juste un raccourci pour aller plus vite et avoir de l'accompagnement. Je ne suis pas en train de te vendre du développement personnel et ce que tu veux. Ce que je vends dans les formations, et d'ailleurs j'en parle très peu sur YouTube, c'est vraiment... je t'explique tout sur un sujet, je te donne les billes pour que tu puisses être autonome sur un sujet. Mais c'est très bien si tu restes juste sur la chaîne YouTube. Moi, ça me va très bien. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des gens qui en veulent plus. Et pour cela, il y a une offre. Et le but, c'est un peu aussi de vivre de ce contenu. Et c'est peut-être une nouvelle manière pour moi de faire le métier de développeur autrement. Et je pense que tout le monde y trouve son compte. Ouh, c'était assez long tout ça. Donc maintenant, pour moi, le secret pour progresser en tant que développeur, et il n'y en a pas 15 000, le vrai secret, ça va être le travail. Et ça, peu de gens sont prêts à le faire. Donc je vais te donner quelques idées comme ça en vrac, mais tu verras que tout se rejoint autour de ta capacité à travailler dur. Donc premièrement, c'est investir sur soi. Quand je dis investir sur soi, c'est investir sur ce qu'on appelle les hard skills, donc tes capacités techniques. Donc là, ça va être forme-toi sur des sujets d'architecture, de nouveaux langages, méthodes ou de paradigmes de programmation, de culture technique, tout ce qui peut te faire avancer dans ton domaine. Donc forme-toi, que ce soit en lisant des documentations, en achetant des formations, en t'abonnant à des sites de formation, c'est un des meilleurs moyens de progresser et d'apprendre des nouvelles choses. Surtout qu'il y a toujours des modes qui viennent et qui s'en vont sur le développement. Tu l'as bien vu en JavaScript, on a 15 000 frameworks. Finalement, là, récemment, j'ai l'impression que ça ralentit un petit peu, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle mode. Ne sois pas trop en avance si tu veux pas perdre trop de temps, mais n'oublie pas de prendre le train en marche. Par exemple, je me souviens qu'en 2013-2014, quand on parlait de React, les gens nous disaient encore un framework. Maintenant, c'est quand même bien implanté sur le marché et je pense que ceux qui en ont entendu parler en 2014 et qui ont raté le coche, qui s'y sont toujours pas mis, bah là concrètement, ils ont un peu de retard. Donc à toi de voir et de bien analyser les tendances du marché et de ne surtout pas rater une tendance majeure. Un autre moyen aussi d'investir sur toi-même, c'est de faire ce qu'on appelle des side projects. Donc les projets que tu vas faire à côté sur une thématique qui te plaît, bah ça va être vraiment un laboratoire d'innovation où tu vas pouvoir vraiment créer des choses, tu vas pouvoir tester de nouvelles technologies, tu vas pouvoir tester des nouvelles méthodes, des nouveaux paradigmes, des nouvelles architectures. Et ça, c'est hyper important pour moi, pour être un bon développeur et progresser. Avoir un side project, c'est vraiment hyper important. Dans la mesure du possible, je te dis pas d'y passer toutes tes soirées, mais d'y passer quelques heures par semaine. Tu as sûrement quelques séries Netflix que tu peux zapper pour bosser sur ce genre de projet. Ça, c'était investir sur soi. Deuxièmement, il faut pratiquer tous les jours. Comme le dit le dicton, c'est un forgeant qu'on vient d'un forgeron, bah c'est pas en jouant la play que tu vas devenir développeur. Donc voilà, essaye de rester en contact avec du code tous les jours. Bah forcément, tu codes tous les jours au boulot, ça fait peut-être beaucoup, tu as peut-être envie de voir autre chose le week-end, tu peux lire des bouquins sur le code, tu peux regarder des vidéos de conférences, tu peux lire des articles, tu peux faire tout un tas de choses autour du code sans forcément ouvrir ton IDE ou VS Code et coder. Donc ça, c'est hyper important et ça te permet de devenir meilleur, d'apprendre pas mal de choses et vraiment de progresser au jour le jour. Plus tu pratiques régulièrement, et plus ça devient facile, plus ça devient automatique.
T'as peut-être déjà eu ce truc où tu pars 2-3 semaines en vacances, quand tu reviens, les premières heures, faut te remettre un peu dans le bain, quoi. Et bah c'est exactement ça. Si t'arrêtes pas, et bah tu vas devenir meilleur à ça et tu progresseras plus vite. Une troisième chose qui te permet de progresser encore plus vite, c'est de savoir réapprendre. Qu'est-ce que j'entends par réapprendre? C'est vraiment, on a tous eu une manière de coder quand on était vraiment très junior ou à l'école. C'était pas forcément toujours la bonne parce que le but de l'école c'était d'apprendre les bases, mais c'est pas forcément exactement comme ça que ça marche dans le monde de l'entreprise. Du coup, il faut savoir prendre du recul, accepter d'avoir eu tort à certains moments et réapprendre des bonnes pratiques et vraiment intégrer tout ce qui peut t'apporter dans ce que tu sais déjà et savoir abandonner ce qui est plus d'actualité en fait. Ça, il y a énormément de développeurs qui n'arrivent pas à réapprendre et du coup, ils se basent sur les connaissances qu'ils ont acquises il y a très longtemps et ils ne veulent pas s'en détacher. Alors oui, les basiques et toute la science va rester, mais la technique évolue et du coup, il faut savoir faire la part des choses. Donc moi, comme je te dis, j'ai énormément appris sur le terrain, c'est vraiment mes expériences professionnelles qui m'ont beaucoup appris et après, à côté de ça, j'ai consolidé ces connaissances-là avec ma veille technologique. Donc voilà, pour moi, il y a très peu de choses qui remplacent l'expérience. Bien sûr, si tu as un diplôme hyper pointu, forcément, quelqu'un qui veut monter en compétence sur ce genre de sujet n'aura pas forcément accès à ce genre de poste. Mais apprendre, ça s'arrête pas juste après l'école. On apprend tout au long de notre carrière en tant que développeur. Et pour moi, c'est aussi hyper important si tu veux être entre guillemets un des meilleurs, et il faut continuer et accepter d'apprendre sans cesse. Et c'est peut-être ça qui est beau dans ce métier. Et dernièrement, pour progresser, il n'y a pas que la technique qui compte, il y a aussi les soft skills. Donc là, c'est toutes les compétences qui ne sont pas techniques. Ça va être ta communication, l'empathie, savoir travailler en équipe, savoir prendre du recul, comme on dit, la big picture. Vraiment prendre du recul, pas être le nez dans son problème à résoudre, mais se soucier de ce qui se passe autour. Ça va être ta persévérance, faut pas s'arrêter au premier problème. De toute façon, tu verras bien le temps que tu passes sur Stack Overflow pour les problèmes techniques. Tu auras aussi des problèmes d'ordre relationnel dans ta carrière, ça arrive, c'est normal. Et il faut passer au-dessus. Un bon moyen de s'améliorer, c'est aussi de savoir accepter la critique. Parfois, tu rencontreras des gens qui te critiqueront, mais de manière constructive. Le but, c'est que tu avances. Et si tu es le genre de personne qui se braque à la moindre critique, ça va être dur d'avancer. Et ça, c'est important dans une carrière, d'être capable d'intégrer une critique, de prendre du recul, de manière à grandir et avancer. Pareil, le fait de savoir travailler en équipe, c'est aussi composer avec les humeurs, c'est composer avec les caractères de chacun, avec les compétences de chacun. Je sais pas si tu as déjà une équipe où il y a un tel qui est le référent sur tel techno, du coup on lui refile tout, ce qui est à mon sens pas forcément c'est la bonne chose à faire si tu veux aller très vite, mais le jour où il est en congé, tu es vraiment en galère. Donc tu vois, il faut vraiment savoir composer avec une équipe et toutes ces compétences-là, surtout la communication, parce que souvent en tant que développeur, j'ai l'impression qu'on est vu comme des gros geeks, donc d'un point de vue communication, il y a pas mal de choses à faire et c'est là où toutes les soft skills peuvent t'apporter sur ta carrière en général. Voilà, cette vidéo elle est assez longue, j'espère qu'elle t'a plu, j'essaierai de faire un peu plus court la prochaine fois, mais il y avait pas mal de choses à dire. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi et clique sur la cloche si tu veux recevoir toutes les notifications. Si tu veux d'autres conseils dans le genre, rejoins-moi dans les emails privés, le lien est dans la description. Et comme d'habitude, je te dis à bientôt sur Captain Dev, ciao!